Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Dimanche en politique. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet grave, mais qui potentiellement nous concerne tous. Il s'agit des EHPAD, ces établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. On en compte environ 8000 en France. Ces EHPAD peuvent être publics, privés ou associatifs. Un EHPAD doit avoir signé une convention avec le conseil départemental et l'ARS, l'Agence régionale de santé. Que se passe-t-il à l'intérieur de ces EHPAD? Est-ce un monde totalement opaque? Qui y vit? Qui y travaille? Et dans quelles conditions? C'est ce que nous allons voir ce matin avec mes invités. Madame Fischer, Régine Fischer, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre d'un collectif de familles de résidents du côté de Wissembourg et vous avez également vos deux parents actuellement en EHPAD. Frédéric Biry, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du conseil départemental du Bas-Rhin. Enfin, docteur Patrick Karcher, bonjour. Vous êtes gériatre et responsable de l'EHPAD du Bois-Fleuri à Strasbourg. Je tiens par ailleurs à signaler que bien évidemment, nous avons invité des directeurs d'EHPAD dans le privé comme dans le public et qu'aucun d'entre eux n'a souhaité accepter l'invitation. Cette chaise vide à côté de vous, Frédéric Biry, est bien symbolique de l'omerta qui règne sur ce milieu. Alors Frédéric Biry, on va commencer par vous. Le conseil départemental a un rôle très important pour la personne âgée. Qu'est-ce que ça représente dans le budget du département ? Alors aujourd'hui, on a un budget d'1,1 milliard. La politique de l'autonomie, c'est près de 230 millions que le conseil départemental du Bas-Rhin consacre à l'accompagnement des personnes âgées, aussi bien dans le maintien en autonomie des personnes, avec l'allocation personnalisée autonomie, aux réflexions sur la prévention du vieillissement, sur les politiques, bien sûr, des établissements, et donc l'accompagnement des personnes dans les EHPAD, et bien évidemment aussi tous les enjeux de société autour du vieillissement. Alors, ce budget pourrait être revu à la baisse. En tout cas, l'État envisagerait une baisse des dotations. Récemment, des directeurs d'EHPAD s'en sont émus. Ils ont écrit au président Macron. Marie Coulon les avait rencontrés à cette occasion. On regarde son reportage. EHPAD Les Molennes, en plein après-midi. Au programme pour les résidents, ateliers dessin, théâtre, jeux. L'établissement de Bensenheim est l'un des rares à avoir accepté de nous ouvrir ses portes. Sa directrice nous présente une structure qui se porte bien. Les comptes sont à l'équilibre, le taux d'encadrement plutôt bon, 48 salariés dont 25 infirmières et aides-soignantes pour 83 résidents. Ça fait du bien de caresser le chien? Oui. Ouais. Ça vous rappelle des souvenirs? Mais ici, comme dans la plupart des 190 EHPAD alsaciens, souffle un vent d'inquiétude. L'un des 6 contrats aidés de l'établissement ne sera probablement pas renouvelé dans les prochaines semaines. C'est une mauvaise nouvelle. Le personnel fonctionne déjà à flux tendu. Mon métier n'est pas juste une toilette, je suis désolée. Parler avec le résident, échanger avec le résident, échanger avec sa famille, c'est tout aussi important que lui apporter un soin. Et ça, on trouve encore le temps, mais de moins en moins. Les cadences sont soutenues. 25 minutes en moyenne par toilette contre 45 minutes dans l'idéal. Fatigue, perte de sens. Un malaise qui n'épargne pas non plus les directeurs d'établissement. Qu'on s'intéresse à la personne âgée dépendante et qu'on regarde les besoins réels des EHPAD pour leur donner des moyens de prendre en compte la personne âgée dépendante, je dirais même plus, très dépendante, qui aujourd'hui intègre les EHPAD de manière décente. La profession a le blues et se mobilise. Mais pour certains, le point de rupture est déjà atteint. Cette aide-soignante de 32 ans a souhaité témoigner anonymement. Après 10 ans d'activité dans plusieurs structures de la région, elle s'apprête à changer de métier, épuisée et déçue. Il faut faire les toilettes c'est souvent à la chaîne, donc même notre travail on ne peut plus le prendre en considération parce qu'on doit se dépêcher pour terminer la personne, pour aller voir une autre, parce qu'on a un certain temps à respecter et du coup le travail c'est comme de la maltraitance en fait. Docteur Karcher, quand on entend cela, du travail à la chaîne, c'est de la maltraitance, on en vient. Comment on en est arrivé là?
Comment on en est arrivé là? C'est essentiellement une modification importante du profil des résidents accueillis. L'EHPAD dans lequel je travaille a ouvert il y a une cinquantaine d'années. À l'époque, les personnes avaient 75 ans et elles étaient plutôt autonomes. Il y avait même un escalier qui conduisait à l'EHPAD. Et au fur et à mesure, l'espérance de vie globale a été augmentée. Actuellement, l'âge moyen d'entrée en EHPAD est de 85, plus de 85 ans. C'est-à-dire que cette augmentation de l'espérance de vie s'est également accompagnée d'une augmentation des maladies chroniques. En EHPAD, chaque résident a entre 4 et 5 maladies chroniques actives, entre 8 et 9 médicaments qui sont pris. Et cette augmentation progressive de la maladie et de la dépendance a été pour les EHPAD une vraie difficulté. Et on a suivi cette évolution plus qu'anticipée, c'est-à-dire qu'on est quasiment en permanence, et ça va continuer dans les années à venir, puisque le nombre de ces personnes très âgées qui entrent en EHPAD va encore augmenter. On est toujours dans un état de rupture, de pré-rupture. Ça veut dire aussi, si je vous comprends bien, que finalement, les EHPAD ont du mal à s'adapter. Le personnel, il y a une inadéquation entre le personnel qui travaille, ou une partie de ce personnel, et les pathologies des résidents? En termes de ratio, oui. En termes d'encadrement soignant, on est effectivement toujours dans un système de rupture. Depuis que je travaille en EHPAD, et ça fait déjà quelques années, on est toujours dans cet état de rupture qui est rattrapé progressivement par des réformes successives et par une augmentation du financement qui a effectivement eu lieu. Tout à fait, M. Biry le dit, il y a une part importante du budget départemental qui est allouée à cette prise en charge. Malheureusement, l'augmentation véritablement importante de la dépendance et des maladies au sein des EHPAD conduit à un état d'équilibre, au mieux d'équilibre instable et au pire de rupture, comme on l'a vu fréquemment ces derniers temps. Frédéric Biry, je le disais tout à l'heure, il faut une convention dans un premier temps, signée avec le département. Que fait le département ensuite? Est-ce que vous allez voir? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des inspecteurs qui vont régulièrement dans les EHPAD voir comment ça se passe au quotidien, sans prévenir, qui débarquent à l'improviste pour voir un peu comment ça se passe réellement? Je crois qu'il ne faut pas être caricatural avec les EHPAD. Globalement, les équipes font un excellent travail dans les établissements, dans les maisons de retraite. Et il y a beaucoup d'humains. Moi, j'ai été président de la maison de retraite de Schirmeck pendant 20 ans. J'ai pu aller au quotidien avec les équipes. Et entre les personnes, les seniors accueillis et le personnel, il y a une richesse humaine extraordinaire. Donc globalement, les choses se passent bien. Effectivement, nous avons à peu près 200 agents du département qui se déploient sur les politiques autour des personnes âgées. Donc la politique est globale, c'est-à-dire qu'on a les établissements. Je rappelle quand même que dans les plus de 60 ans, il n'y a que 4% des personnes qui sont en maison de retraite. Donc comme le disait le docteur Karcher, ce sont les très âgés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est à la limite, d'ailleurs la durée d'un résident dans une maison de retraite, c'est autour d'1 an, je crois, autour de... En EHPAD, non, l'enquête EHPAD montrait une durée moyenne de 2 ans et demi, qui incluait les séjours temporaires. On peut penser que c'est entre 3 et 4 ans. Actuellement. Donc c'est vraiment la toute fin. Enfin, Si vous voulez, aujourd'hui, au regard des besoins que le docteur expliquait très bien, je veux dire, on voit bien qu'aujourd'hui, nos maisons de retraite se sont complètement transformées en étant de plus en plus des outils de soins. Donc on a beaucoup investi dans les équipements. Moi, je vois rien que sur les 7 dernières années, c'est 33 millions dans les équipements, dans la transformation des chambres. On a amélioré aussi la qualité. Vous savez, auparavant, dans les maisons de retraite, souvent, les chambres, c'était 2, voire 3, voire 4 lits dans une même chambre. Les investissements qui ont été réalisés ces dernières années ont permis de passer à des chambres à un seul lit. J'ai été voir en Israël il y a quelques années, parce qu'ils étaient considérés comme à la pointe sur les politiques autour des personnes âgées, pour voir si on pouvait s'inspirer de leur démarche. J'ai pu constater qu'il y a encore énormément là-bas de maisons de retraite avec 2 lits. Donc on a fait de gros progrès en termes d'équipement, de qualité d'équipement. On a mis aux normes toutes les maisons de retraite, etc. C'était important. Mais on voit bien aujourd'hui que l'enjeu, c'est l'enjeu humain, l'accompagnement humain des personnes. Et c'est, je pense, aujourd'hui, vers là qu'il faut essayer de travailler tous ensemble. Alors justement, puisque vous parlez d'humain, je me tourne vers vous, Régine Fischer. Vous représentez des familles de résidents.
Là aussi, on le rappelle, les familles ont du mal à parler de ce qu'elles voient, de ce que les résidents vivent. Les familles ont peur parce qu'elles ont peur d'éventuelles mesures de rétorsion sur leur papa, leur maman qui est en maison de retraite. Vous avez décidé de vous mettre ensemble avec plusieurs familles pour raconter ce qui se passe. Alors dites-nous. Alors, moi, je vais rejoindre ce qui a été dit dans le reportage. Le problème que je rencontre, que nous rencontrons, nous, à l'EHPAD dans lequel sont nos parents, c'est qu'il n'y a pas assez de personnel. Il y a, en fait, la base de tout, c'est ça. C'est le manque de personnel. Si vous voulez, vous avez une aide-soignante pour 20 résidents. Sur les 20 résidents, vous en avez, 3, 4 qui sont semi-valides, mais qui ont quand même besoin d'être accompagnés. Donc, quand l'aide-soignante dit « on n'a pas le temps », de faire notre travail, elles n'ont pas le temps. Elles ont 2-3 minutes pour une toilette. Quand il faut mobiliser une personne âgée qui n'a plus de muscles, plus rien, elles doivent être à 2. Elles n'ont pas le temps. Ces femmes-là font un travail admirable, un travail qui n'est pas reconnu, qui n'est pas très bien payé non plus, mais qui n'est surtout pas reconnu, parce qu'elles sont là, elles sont sollicitées sans cesse. En plus de leur travail, dans l'EHPAD dans lequel je parle, en plus de leur travail auprès des soignants, elles sont tenues de faire aussi un travail de ménage. Elles sont tenues de préparer des repas. C'est pas possible. Elles ne peuvent pas exercer leurs tâches sereinement et donc pour le bien-être de nos anciens. Et c'est vrai qu'ils sont bons, alors tous très dépendants, hein, ils sont très âgés, ils sont atteints par le grand âge. Mais c'est la définition de l'EHPAD aussi, c'est la personne âgée dépendante. Voilà. Et ce sont, alors je sais pas si je peux prendre la comparaison, mais ce sont des bébés. Ce sont des bébés, mais des bébés qui pèsent 80 kilos, qu'il faut manipuler, mais qu'il faut traiter comme un bébé, c'est-à-dire qu'il faut accompagner, à qui il faut parler gentiment, qui ont des angoisses, qui sentent la fin de vie arriver, qui ont peur. Elles n'ont pas le temps non plus de faire ça. Donc finalement, écoutez, ils sont là et ils attendent. Alors heureusement qu'il y a des animatrices, heureusement qu'il y a des équipes de bénévoles qui sont là et qui viennent, qui interviennent, qui essayent d'apporter un peu de gaieté dans leur vie. Et moi, j'estime que dans ces personnes sont victimes... Alors, le mot personne ne l'aime, mais c'est une maltraitance ordinaire. Ce que moi j'entends par maltraitance ordinaire, c'est pas une maltraitance voulue, mais c'est simplement le manque de temps. C'est des repas qu'on leur donne qui sont pas forcément adaptés. Un exemple tout bête, c'est parce que ça m'a choqué, donner des rognons un soir à des personnes âgées, c'est pas adapté. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent une soupe de légumes, ils veulent un plat de pâtes, ils veulent une purée. Ils veulent une soupe de légumes faite avec des vrais légumes. Avec des vrais légumes et pas des sachets. On est d'accord. Ils veulent en fait ce qu'ils ont chez eux. Quand ils sont à l'EHPAD, c'est leur dernière résidence. Il faut adoucir leur fin de vie. Et là, c'est pas le cas. Docteur Karcher, et puis après, évidemment, Frédéric Bierry, il y a des questions aussi pour vous. Dans le témoignage de Madame Fischer, ces aides-soignantes qui sont multitâches, il faut le dire, elles ont un rôle aussi, vous disiez, d'aide, presque de psychiatre par moment, parce qu'elles réconfortent, elles essayent de trouver les bons mots, elles distribuent les médicaments. Il y a beaucoup d'EHPAD, je ne sais pas si dans votre établissement c'est cela aussi, une aide-soignante distribue les médicaments. Comment on en est, et elles font du ménage. Comment on arrive à cette situation-là? Les situations sont extrêmement variables. Hein. Dans tous les EHPAD, il n'y a pas cette fonction multitâche, mais elle est fréquemment rencontrée. Je redis, c'est vraiment l'adaptation progressive du nombre de personnels à la situation médicale et de dépendance de ces personnes. Mais je vais rejoindre tout à fait ce que dit Madame Fischer concernant les constats qu'elle fait. Et il se trouve que les soignants font les mêmes constats. Il y avait une enquête qui s'appelait Pressnex qui s'intéressait effectivement aux causes de souffrance au travail chez les soignants. Et notamment en EHPAD, la première cause de souffrance, et de loin, c'était l'insatisfaction par rapport à la qualité des soins qui étaient donnés. Et cette enquête avait été prolongée par la même équipe, et ils avaient étudié le travail aussi bien des aides-soignantes que des infirmières dans un EHPAD, et ils avaient
de fait constaté qu'il y avait au cours d'un poste de travail plus de 200 changements d'activité, c'est-à-dire que chaque activité en moyenne durait à peu près 2 minutes et 10 secondes. Vous imaginez bien que la partie relationnelle, tout ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire la prise en charge, l'anticipation des angoisses, tout ça est quelque chose qui est extrêmement difficile à prendre en compte lorsqu'on est dans ces conditions de travail-là. Frédéric Véry, il n'y a pas moyen, j'allais dire tout simplement, d'augmenter le nombre de personnels. En préparant cette émission, j'ai trouvé des chiffres, vous parliez d'Israël tout à l'heure, on est à peu près à un ratio de 5 personnels pour 10 résidents en France. En Suisse, on est à 8. Dans les pays du nord de l'Europe, on est à 1 pour 1. Toute la difficulté aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est dans une situation où effectivement les besoins humains, vous avez tout à fait raison, madame, serait nécessaire de les augmenter pour accompagner mieux les résidents. Mais on est face en parallèle à une situation particulière, c'est qu'on est face à une vague démographique très importante. Les plus de 75 ans vont doubler dans les 10-15 ans à venir. Si je devais comparer cette vague, je dirais que c'est un tsunami démographique auquel nous allons être confrontés. Mais comme le disait le Dr Perrin, il n'y a pas eu d'anticipation. Est-ce que ce n'est pas le rôle du politique d'anticiper le baby-boom, ce sont les gens du baby-boom aujourd'hui qui arrivent à ces âges-là. Ils ne sont pas tombés du ciel. Alors aujourd'hui, non seulement on anticipe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois par exemple, moi sur le budget autonomie, je rajoute cette année, on va examiner demain au conseil départemental, 5,5 millions à l'autonomie. Donc on rajoute chaque année des moyens. On a beaucoup investi sur les équipements. On essaye de travailler aussi sur la prévention de la dépendance, c'est-à-dire qu'on travaille aujourd'hui sur des outils alternatifs. Aujourd'hui, on parle de maisons de retraite, mais il y aura un jour des maisons de retraite à domicile où ce sont les services qui vont accompagner les personnes âgées. Donc, il y a tout un travail autour de l'accompagnement du vieillissement. Donc, ce travail-là se fait. Peut-être qu'il n'a pas suffisamment été anticipé, mais aujourd'hui, je peux vous assurer que, en tout cas, les conseils départementaux, nous travaillons beaucoup sur ces questions. Alors, toute la difficulté aussi, il y a une difficulté budgétaire. Elle est réelle. Aujourd'hui, moi, j'augmente ces contributions. Mais l'État nous contraint dans une augmentation de budget de la collectivité à 1,4%. Rien qu'avec la hausse salariale classique, vous êtes déjà pratiquement à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, moi, je rogne sur les dépenses administratives pour donner aux personnes les plus fragiles. C'est vrai pour les personnes âgées, mais c'est vrai aussi pour la protection de l'enfance, c'est vrai pour le RSA. Donc on a quand même aujourd'hui une équation budgétaire très difficile. Et puis je sais très bien que dans la poche des contribuables, il n'y a pas plus de moyens. Donc il faut faire attention à tout ça. Je pense qu'au niveau national, la prise en compte, elle a été faite un peu à travers la CNSA, donc la Caisse nationale de solidarité autonomie. Mais aujourd'hui, je constate qu'une partie de cet argent ne va pas forcément en direction des personnes âgées. Ça, ce n'est pas acceptable. Il y a aussi un aspect qu'on n'a pas encore évoqué, c'est l'aspect coût. Là, on parle en EHPAD de gens qui peuvent, j'allais dire, entre guillemets, s'offrir un EHPAD. Oui. Parce qu'un EHPAD, c'est en moyenne, en France, 2 500 €. Oui. Déjà, j'ai envie de vous dire, que se passe-t-il pour ceux qui ne peuvent pas payer les 2 500 €? Et en même temps, on a l'impression que c'est quand même beaucoup d'argent pour un service qui n'a pas l'air toujours... Alors, concrètement, en moyenne, ça coûte 40 000 une place en EHPAD à la société. Enfin, le coût réel, c'est à peu près 40 000 €. Les personnes âgées et leurs familles payent à peu près un peu plus de la moitié. Donc le reste est payé par les collectivités et l'État au titre de l'assurance maladie. Donc il y a quand même une partie du financement qui est pris en charge par l'aide publique. Quand les familles ne sont pas en capacité de payer, au regard de leurs revenus, et ni la personne âgée accueillie, le complément est versé par le département au titre de l'aide sociale. Donc il y a un réel soutien aujourd'hui aux personnes âgées. Personnellement, quand je vois le coût, je trouve qu'effectivement le coût est très élevé pour les familles. J'ai rencontré récemment la ministre de la Santé et des Solidarités. Je lui ai dit qu'il faudrait développer notamment d'autres outils comme les accueillants familiaux. Sauf qu'aujourd'hui, les outils juridiques pour mettre en place des accueillants familiaux ne sont pas adaptés. Ça permettrait parfois d'accueillir des personnes âgées dans un cadre familial. Ce serait un complément des EHPAD et ça pourrait coûter moins cher. Mais pour ça, il faut des évolutions législatives que j'appelle de mes voeux.
et des évolutions aussi dans les mentalités. On l'a dit tout à l'heure, Madame Fischer, les familles ont du mal à en parler, les personnels aussi, parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, la jeune aide-soignante a souhaité témoigner à visage caché. Là aussi, nous avons contacté de nombreuses personnes, tout le monde a peur, je tiens à le dire ici, tout le monde a peur, personne ne veut témoigner. Même quand on a garanti l'anonymat absolu, les infirmières, les aides-soignantes ont peur. Alors je vous propose de revenir sur une grève qui a eu lieu cette année dans le Jura. Des aides-soignantes ont mis plus de 3 mois à être audibles sur un plan national. Regardez ce rappel de leur action. Elles sont une douzaine au début du mois d'avril à se mettre en grève pour dire stop à leurs conditions de travail. Parce que les cadences infernales dues au manque de personnel induisent de la maltraitance, ces aides-soignantes ne supportent plus d'avoir 3 minutes 41 secondes pour coucher une personne âgée. Alors elles réclament plus de personnel, plus de reconnaissance et la prise en compte du temps nécessaire pour bien s'occuper des résidents. Il faut nationaliser ce secteur de la vieillesse. On ne peut plus s'en occuper comme ça en laissant des bénéfices. Là, c'est 329 000 € qu'ils ont fait comme bénéfice en 2015. Et il y a 49 salariés ici. On leur ordonne un petit quelque chose, on embauche un peu de monde, il reste des bénéfices. Le conflit s'enlise, les jours passent, puis les semaines. La direction de l'établissement, qui dépend d'un groupe privé, ne veut rien négocier. Cette grève devient la plus longue de l'histoire des EHPAD, mais personne n'en parle. Il faut attendre plus de 100 jours pour que la presse nationale s'en fasse enfin l'écho. C'est la dignité des personnes âgées et c'est aussi la dignité des soignants. Donc si les médias nationaux commencent à s'occuper un peu de notre histoire, aujourd'hui sur RMC, sur RTL, vous entendiez parler des personnes âgées et de la prise en charge des personnes âgées dans les EHPAD. C'est important. On n'en entend pas souvent parler, ce sont souvent des gens que l'on cache. Finalement, après 117 jours, les aides-soignantes grévistes auront obtenu 2 postes supplémentaires. Elles auront aussi droit à une prime pour pallier l'absence de salaire pendant 4 mois. Elles n'ont pas crié victoire, elles se sont déclarées vigilantes et continuent à vouloir améliorer leurs conditions de travail. Frédéric Bierry, c'est quand même incroyable que n'importe quelle autre grève dans n'importe quel autre secteur, au bout de 15 jours, toute la presse nationale en aurait parlé, les politiques s'en seraient emparés. On était en pleine campagne électorale, on n'en a pas du tout entendu parler. Ça, c'est l'aspect politique des choses. Sur l'argent, le nerf de la guerre malgré tout, on reçoit tous aujourd'hui des mails d'offres de placement en nous disant placer de l'argent dans un EHPAD, c'est le jackpot. Comment peut-on accepter cela quand on demande à des femmes de coucher une personne âgée en 3 minutes 41 secondes? Vous savez, quand j'ai vu le débat de la politique nationale sur les politiques sociales, je me suis rendu compte qu'on parlait beaucoup de la sécurité sociale. On parle toujours quand on parle du modèle social au niveau national, on parle toujours sécurité sociale et droit du travail. On parle très peu des personnes en situation de fragilité. Je crois qu'il y a une méconnaissance au niveau national des réalités vécues par nos concitoyens. Moi, je le dis assez souvent, je veux dire, aujourd'hui, on devrait parler des fragilités que sont les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, l'insertion, les enfants placés. Ce sont des vrais sujets de société qui n'ont pas beaucoup d'écho au niveau de la presse. Moi, je me réjouis aujourd'hui qu'on puisse évoquer ces questions-là. Je pense qu'il faut les aborder par le fond et à partir des réalités du terrain. Et à partir des réalités du terrain, essayer de dégager des politiques publiques qui ont du sens. Mais du coup, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience au niveau national. J'ai eu l'occasion d'échanger à la fois avec la ministre du Handicap et la ministre de la Santé et des Solidarités sur ces sujets-là. Il y a une réelle ouverture d'esprit dans l'écoute aujourd'hui. Écoutez, c'est bien, il faut qu'on soit entendu, c'est les étapes supplémentaires, mais j'espère qu'on y arrivera. Docteur Karcher, on est dans le déni aujourd'hui dans notre société, on est dans le déni de ce grand âge, de la fin de vie. Il y a à la fois du déni, je pense, et du désintérêt. C'est vrai que lorsque la loi d'adaptation de la société sur le vieillissement a été votée fin 2015, elle n'a donné lieu à aucun débat public. Elle était concomitante du débat sur la déchéance de nationalité qui, elle, a largement occupé les médias. Le sort, parce que c'est quand même une politique qui doit organiser la prise en charge des personnes très âgées, très dépendantes pendant les décennies à venir, n'avait pas conduit à un débat public important. C'est le fait que ça nous renvoie finalement notre avenir à tous et qu'on n'a pas envie de le voir?
Ah, ça c'est la part du déni, oui, et très certainement il y a aussi une part de déni. Voir un de ses proches dans un état de dépendance et de maladie chronique est quelque chose d'extrêmement difficile. Il y a déjà une projection extrêmement importante et qui est difficile à supporter. C'est pas un débat qui est facile, quoi qu'il en soit. Il y a des éléments financiers qui sont majeurs, hein. C'est vrai qu'il y a un coût important de la prise en charge de la dépendance, notamment de la personne âgée. Et donc, ce n'est pas des débats qui sont très populaires. Madame Fischer, c'est ce que vous disiez, vous? C'est très compliqué, c'est lourd pour vous quand vous allez voir vos parents? C'est très lourd, c'est compliqué, voilà. Et c'est pour ça aussi que je me bats et que je me battrai jusqu'au bout pour eux, pour les autres. Et je trouve, enfin pour conclure, il y a plein de choses à dire, mais je trouve que nos parents, nos pères, nos mères, nos pères se sont battus pour la France, nos parents ont travaillé pour la France, ils ont fondé des familles et tout. Et là maintenant, ils ne valent plus rien, on les met au rebut. Et c'est ça, ils sont mis au rebut. Et voilà, on ne fait rien, on n'essaie pas de les aider, on ne fait rien, on attend. On ne met pas en valeur les personnes qui On ne les met pas en valeur et on ne met pas en valeur les gens qui s'en occupent. Et il y aurait des choses à faire toutes simples, franchement toutes simples, et sans beaucoup de finances, Monsieur Bierry. Juste humainement, se poser humainement, étudier le problème avec humanité, et croyez-moi, je pense qu'on arriverait à faire des choses. Frédéric Bierry, une grande cause nationale à mettre en route? Je pense que ça mériterait une grande cause nationale, y compris pour les métiers de l'accompagnement, pour mieux les valoriser. C'était aussi un sujet que j'avais abordé avec Madame la Ministre. Je pense qu'il faut voir aussi qu'il y a énormément d'initiatives qui sont prises, grâce, bien sûr, aux volontés des politiques de proximité qui peuvent être portées. Moi, je travaille aussi maintenant avec les communes, qui ont pris conscience de l'enjeu du vieillissement. On a la chance d'avoir des acteurs associatifs, des gens investis, des familles. Moi, j'étais encore hier avec les amis du long séjour de la clinique Saint-Luc à Schirmeck. Ils faisaient des crêpes pour financer des actions pour accompagner les personnes âgées. Donc, je crois qu'il faut rester positif. Des choses sont réalisées. Nous travaillons tous ensemble. Je crois que c'est grâce à la population, les aidants familiaux, les acteurs publics. Si on est tous ensemble, on pourra relever le défi. On a envie de vous croire. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus ce matin. Rapidement, pour ceux qui auraient besoin de conseils, les aidants familiaux pour les nuls, de deux auteurs dont l'Alsacien Jean Ruche. Vous pouvez trouver plein de conseils et pour savoir comment faire. Merci à tous. Bon dimanche. À dimanche prochain, nous parlerons d'Europe et de travailleurs détachés. Bonne semaine à tous et à dimanche.